Nepsen, c'est un cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans les métiers de la transition énergétique et écologique, qui accompagne les acteurs publics et privés sur des projets sobres en énergie, respectueux de l'environnement. Et je sais que c'est pas nouveau, ça fait plusieurs décennies que déjà vous êtes sur ce créneau. En première question, je vous dirais que vous avez été membre du groupement, Madame Collet parlait du groupement sur le gymnase Favier, avec la SPLOZ. Vous avez œuvré à la rénovation énergétique du gymnase, et quel a été votre rôle, je pense en tant que thermicienne peut-être, quel a été votre rôle sur cette opération? Alors bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Donc effectivement, Nepsen, on est un cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans la transition énergétique et écologique. Et depuis qu'on est implanté en Auvergne-Rhône-Alpes, ça fait quasiment une quinzaine d'années, on a toujours participé à de nombreux projets menés avec des engagements de performance, comme ce qu'on a présenté avec le gymnase Favier. Et on a de la chance parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région très très dynamique sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant justement avec ces marchés à engagement de performance, c'est qu'en fait, on est sur la même dynamique que le décret éco-énergie tertiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une obligation uniquement de moyens, mais une obligation de résultat, qui est mesurée et qui est donc sanctionnée ou récompensée par un système de bonus-malus dont parlait Madame Collet, selon que les résultats sont atteints ou non. Et donc, depuis le début des années 2010, Nepsen a travaillé sur des sujets de ce type-là. Donc on a engrangé un grand retour d'expérience sur la rénovation de bâtiments, notamment tertiaires, mais pas que, parce qu'on travaille aussi sur des logements sous ce format-là. On a notamment signé avec la ville de Domaine en Isère le premier marché de type marché public de performance énergétique pour 8 bâtiments communaux. Donc ça, c'était en 2012. Et c'était un marché qui a amené 14% de réduction de la facture énergétique sur ce périmètre. En 2014, Madame Collet l'a cité, on a été titulaire avec Bertrand Fink, donc ici présent, et avec un groupement d'entreprises locales, donc d'un premier marché de type CREM, donc conception, réalisation, exploitation, maintenance, pour la SPLOZ et donc la ville de Bourg, qui était l'un des premiers marchés sortis par la SPLOZ, qui en parallèle avait lancé aussi la rénovation avec la région de plusieurs lycées professionnels de la région, dont on a été titulaire d'une partie des marchés également. Donc c'est tout naturellement que l'équipe, en tout cas qu'on avait en 2014 sur les 3 premiers groupes scolaires, on l'a reconduite pour la consultation qui a été lancée pour le gymnase Favier, qui était assortie aussi du groupe scolaire Saint-Exupéry. Le marché était global. Et donc sur ce projet, on a été non seulement thermicien, mais également, on va dire, pilote de la conception avec Bertrand Fink et pilote de la réalisation derrière, puisque notre particularité, c'est qu'on intervient en tout corps d'État, donc avec une vision vraiment globale de la rénovation chez Nepsen. Voilà, et donc la vision globale qu'on peut apporter en tant qu'équipe réduite et qui se connaît bien et qui connaît bien ce type de patrimoine, c'est qu'effectivement on sait répondre à la fois aux enjeux thermiques, mais également réglementaires, fonctionnels et de gros entretiens. Voilà. Je vous remercie. Alors maintenant, le dispositif éco-énergie tertiaire, on ne va pas le redire, mais voilà, c'est ambitieux, c'est les 50%, c'est les 40%, c'est 2030, c'est dans 8 ans. Et pour vous, quelle est la marche à suivre, tout simplement, pour répondre à ces nouvelles obligations? Alors, donc le but du décret éco-énergie tertiaire, c'est de lancer la mise en action d'actions de performance et de les suivre. Donc pour ça, il faut établir un plan d'action, et donc pas de plan d'action possible sans faire une évaluation préalable précise de l'existant. Pour savoir où on va et où on se situe par rapport aux valeurs relatives dont on a parlé, il est nécessaire de savoir la situation de départ. Donc le décret éco-énergie tertiaire, c'est un mécanisme sur lequel il faut évaluer quel est l'impact sur son patrimoine. Il faut déterminer l'année de référence, déterminer les fameuses valeurs relatives, donc appliquées à cette situation de référence, calculer également les valeurs absolues,
prendre en compte l'historique des travaux récents qu'on a pu avoir sur le site, parce que la particularité du mécanisme, c'est qu'on nous permet de remonter pour une situation de référence jusqu'à 2010, pour tenir compte de tous les travaux récents qui auraient pu être entrepris sur le patrimoine, et des contraintes éventuelles des sites, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient fonctionnelles ou autres. Donc ça, c'est la première brique du travail qui permet de réaliser les déclarations obligatoires, dans un premier temps. Ensuite, pour déterminer vraiment les actions engagées, étant donné qu'on est encore une fois dans un mécanisme qui nécessite une obligation de résultat, il faut réaliser des études approfondies sur les bâtiments, sur chaque bâtiment assujetti, afin d'établir des préconisations qui seront chiffrées et qui seront évaluées en termes de gains énergétiques, de manière réaliste et adaptée. J'insiste sur ce sujet-là, parce qu'au stade des études préalables, on peut avoir l'occasion de rencontrer des études qui sont faites de manière plutôt standardisée, sans prendre en compte tout à fait les particularités des sites. Et il est particulièrement important, encore une fois, parce qu'on est dans une démarche avec une mise en application rapide, de faire une évaluation qui est bien pensée et qui peut être mise en œuvre de la manière imaginée. Ensuite, il s'agira d'établir un plan d'action compatible avec ces moyens, donc, tant en termes budgétaires global qu'en termes de phasage dans le temps, en prenant garde surtout à ne pas tuer le gisement d'économie d'énergie, c'est-à-dire en faisant les interventions dans le bon ordre. Quand je veux dire le bon ordre, je peux citer un exemple qui parlera probablement à la majorité d'entre vous, c'est-à-dire par exemple qu'en venant sur un site, travailler sur le remplacement des menuiseries parce que ce sera la première action qu'on aura décidé de déclencher. Si c'est un site qui n'est pas du tout isolé, il faudra anticiper le fait qu'on va probablement isoler par la suite, par l'extérieur peut-être ou par l'intérieur, et du coup anticiper tout ce qui sera possibilité de faire des retours d'isolant. Auquel cas, sur des façades largement vitrées, on perdra déjà, par le fait qu'on est phasé pas forcément dans le bon ordre, des gains énergétiques potentiels. Également, identifier des actions, c'est ce qui a été fait notamment dans l'exemple donné par Madame Collet, identifier des actions qui sont sans investissement ou à très faible investissement, notamment travailler sur tout ce qui est l'exploitation et l'adéquation des usages aux consignes du bâtiment, et les déployer sans attendre. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être une première intervention. Et enfin, une fois que les travaux sont réalisés, le chemin n'est pas fini. Il s'agira de suivre la mise en œuvre donc, des actions et surtout s'approprier la performance énergétique de son patrimoine. C'est tout l'enjeu du dispositif, que de continuer à sensibiliser l'ensemble des propriétaires et des preneurs à bail sur la déclaration successive des consommations. L'idée, c'est aussi d'arriver à en maîtriser les ordres de grandeur, car la performance se maintient dans le temps et elle peut dériver. Donc, et elle peut s'améliorer aussi, dans le bon sens, mais du coup, il est important vraiment de s'approprier ces problématiques. Et c'est tout le sens du décret. Tout le sens du décret, réduire ses consommations d'énergie, ses factures. Et donc oui, vous avez l'expérience depuis longtemps sur ces sujets-là. Et qu'est-ce que vous pourriez dire au sens, quelles sont les étapes clés, les points de vigilance, et pourquoi pas même parler de difficultés, sans tabou, qui pourrait être sur le déroulé de ce dispositif? Alors, pour vous répondre, il y a plusieurs points. L'un des premiers, c'est surtout de commencer par connaître son patrimoine. En fait, on a coutume de dire en tant que thermicien que la simulation thermique la plus poussée du monde sera tout de même fausse si en fait les données d'entrée d'usage qu'on nous a fournies sont imprécises. Donc il est important, dans le cadre de ce dispositif, d'impliquer les parties prenantes et également les techniciens ou le personnel qui connaît particulièrement les sites. Parce que en tant que technicien d'études, quand on intervient sur site, on va passer quelques heures à visiter les bâtiments, à faire des relevés, à comprendre l'usage, comme on a pu le faire ce soir, à voir justement comment sont utilisées les salles de sport par exemple. Mais on restera présent qu'une journée, voire deux, pour modéliser un bâtiment qui en fait vit 365 jours par an. Donc on a vraiment besoin de comprendre avec
les usagers et les techniciens quelles sont les problématiques rencontrées pour s'approprier vraiment les sujets. Donc la connaissance du patrimoine, c'est une première pierre indispensable. Ensuite, il est également important de se constituer une base documentaire, ce qui n'est pas forcément ce que tout le monde n'a pas eu les moyens de mettre en place, mais une base documentaire de type plan et surtout le suivi des consommations énergétiques. On sera, pour tous les assujettis, Opéra pourra faire office de suivi, mais encore une fois, il est important de s'approprier tout ça, et la phase de récupération des données sur les études qu'on fait en ce moment, elle est plus longue que la phase d'étude en elle-même. Donc parfois, on travaille sur des bâtiments qui ont des propriétaires et des gestionnaires différents. Les factures sont acquittées sans forcément qu'il y ait ce suivi énergétique, donc il est important vraiment de sensibiliser tous les assujettis à ce sujet-là, et même tous les propriétaires ou gestionnaires de sites. Ensuite, en ce qui concerne, je l'ai déjà un peu mentionné avant, l'établissement des préconisations dans les études préalables, il est important de demander la prise en compte vraiment de l'ensemble des contraintes du site. Ça peut être des contraintes patrimoniales, ça peut être des contraintes réglementaires, des contraintes liées à l'évolution potentielle du fonctionnement du site, pour que les préconisations soient vraiment une première base de travail qui ne soit pas remise en cause complètement dès la phase suivante et dès l'engagement, par exemple, d'une maîtrise d'œuvre. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour atteindre les objectifs qui sont quand même ambitieux du décret éco-énergie tertiaire. Alors on voit qu'il y a évidemment des projets qui marchent très bien avec ces niveaux de performance, mais pour atteindre ce niveau de performance, il va falloir, comme on vous l'a présenté sur le gymnase Favier, traiter la majorité des postes, en tout cas pour les bâtiments pour lesquels on réfléchira en valeur relative. Il va falloir traiter à la fois l'enveloppe, les équipements techniques, la régulation et l'adaptation aux usages des différents bâtiments, en suivant si possible une démarche de type négawatt, c'est-à-dire d'abord la sobriété, donc la réduction des besoins, donc travailler majoritairement sur le bâti, mais également sur les usages. Ensuite, améliorer l'efficacité des équipements. Et enfin, éventuellement, substituer une partie des énergies de type fossile par des ENR. Donc le phasage dans cette réflexion-là, il est possible, mais c'est ce que je disais auparavant, il doit être réfléchi pour, encore une fois, travailler plutôt dans l'ordre de la sobriété d'abord. Et le photovoltaïque qui est évoqué, c'est une très bonne solution complémentaire, mais ce ne sera pas une solution miracle non plus. C'est-à-dire que, par exemple, couvrir tous les toits de photovoltaïque ne répondra pas aux objectifs du décret tertiaire, puisque seuls les kilowattheures autoconsommés seront déduits du bilan énergétique. Ensuite, on a eu un bon exemple aussi avec la ville de Bourg-en-Bresse. Il conviendra de choisir le format le plus adapté pour mettre en œuvre ces actions et les suivre. On vous recommande de vous faire accompagner en tant qu'assujetti ou en tant que propriétaire réfléchissant à cette démarche de rénovation énergétique, soit par une maîtrise d'œuvre de type classique, soit en externalisant, comme cela a été présenté, la garantie de résultat. Soit par un contrat intéressement, soit par un contrat de type conception, réalisation, exploitation, maintenance, où justement cette garantie de résultat est intégrée. Et également, comme l'a présenté la ville de Bourg, intégrer les autres enjeux patrimoniaux en même temps à la réflexion. Il sera nécessaire aussi d'avoir une implication dans le suivi, c'est-à-dire que aujourd'hui, on manque parfois de données sur certains sites parce qu'on a juste un compteur d'énergie à l'entrée d'un site, souvent au niveau des groupes scolaires par exemple, sans aucun sous-comptage par bâtiment ou autre. Donc l'intérêt, encore une fois, de connaître son patrimoine et d'en connaître éventuellement les faiblesses peuvent être accompagnées par la mise en place de sous-comptage et par la mise en place surtout d'un pilote, d'une fonction transverse qui, encore une fois, peut être externalisée ou internalisée, mais de type économe de flux pour, encore une fois, s'approprier cette démarche. Donc voilà, le message que je souhaitais vous faire passer, c'est que c'est une démarche dans laquelle les moyens engagés dépassent vraiment les échéances réglementaires qui ont été un petit peu poussées, mais qui sont très proches, et que chacun peut adresser comme il souhaite, mais en tout cas, il
Il faut avoir conscience que pour améliorer la performance dans la durée, mais aussi le confort et la valeur d'usage du patrimoine, il y a une nécessité d'implication qui ne peut pas être que externe et qui doit passer par la mise en œuvre de moyens, notamment humains.